En 1664, Colbert crée la Compagnie des Indes orientales et comble ainsi le retard pris par la France dans la conquête du sous-continent indien par les puissances européennes, et plus précisément par l'Angleterre. Cette compagnie, chargée de rapporter en France toutes les denrées exotiques, crée Pondichéry en 1674. Ce comptoir connaîtra un essor prodigieux, sous l'impulsion de François Martin, considéré comme le véritable fondateur de ce qui va devenir la capitale de l'Inde française. Par la suite, d'autres comptoirs seront créés entre 1688 et 1739. Chandernagore au Bengale, Mahé au Kerala, Yanaon dans l'actuel Andhra Pradesh et Karikal près de Pondichéry. À partir de 1742, Pondichéry a à sa tête un gouverneur d'exception, Joseph-François Dupleix, qui comprend que la maîtrise du commerce passe par la maîtrise politique du pays et par un jeu subtil d'alliances avec les princes et les rois. Mais en 1754, il est désavoué par la compagnie qui lui reproche de transformer en dépenses de souveraineté des fonds destinés aux transactions commerciales. Dès lors, les Anglais ont les mains libres et mettent à profit la guerre franco-britannique en Europe, la guerre de 7 ans, pour évincer les Français et les confiner dans leurs territoires exigus qui sont autant d'îles minuscules dans le vaste océan de l'Inde anglaise. Le rêve caressé par Dupleix d'une Inde sous influence française s'effondre. Ces comptoirs, les 5 fameux comptoirs dont les enfants français égrenaient les noms encore au début de la 4e République, sont restitués à la France par le traité de Paris du 30 mai 1814 et ils resteront sous souveraineté française jusqu'en 1954, date de la cession, définitive cette fois, à l'Union indienne du Pandit Nehru. Les comptoirs sont par définition des lieux où l'on échange des marchandises. En réalité, en Inde, les Français n'avaient rien à échanger. Les productions de la métropole ou de l'Europe, si vous préférez, ne sont pas consommées par les Indiens dont les besoins sont tout autres. On parlait d'ailleurs d'un gouffre de l'Asie, du gouffre de l'Asie, car les Français, pour acheter les denrées précieuses de l'Inde, devaient engloutir en Inde, comme en Chine d'ailleurs, des quantités considérables de lingots d'argent. Et avec cet argent, avec ces lingots, on achetait évidemment les cotonnades, les épices, les soieries et tous les produits qui faisaient rêver les Français d'alors. Chaque comptoir est situé dans une région de production spécialisée. Pondichéry pour les cotonnades teintées à l'indigo, Yanaon pour les tissages de fines toiles écrues, Karikal pour le riz, Mahé pour le poivre et le bois de santal, Chandernagore pour les mousselines, l'opium et le salpêtre. Au-delà des productions régionales, une des principales richesses du commerce français en Inde au XVIIIe siècle est le commerce du sel, qui va faire au siècle suivant l'objet d'une convention imposée par l'Angleterre en 1815. La France vaincue perd le monopole du sel, perte mal compensée par une indemnité annuelle qu'on appellera le million de l'Inde. En 1848, l'abolition de l'esclavage pose un problème de main-d'œuvre dans les colonies françaises, et spécialement dans les îles à sucre que sont les Antilles ou la Réunion. C'est le moment de puiser dans l'immense réservoir humain indien, et plus de 130 000 coulis sont transportés dans les plantations sucrières de l'Empire colonial français. Avec la Deuxième Guerre mondiale, la nouvelle donne géopolitique modifie les relations entre les comptoirs et l'Inde britannique. La France et l'Angleterre, cette fois alliées et non plus rivales, s'entendent pour instaurer une union douanière entre les comptoirs et le reste du pays. La libre circulation des marchandises à l'intérieur du sous-continent compense la perte des marchés extérieurs suite au développement du conflit. La politique indigène de la France a été définie progressivement au XVIIIe siècle. Les Français ont pris conscience qu'ils ne pourraient rester dans ce pays que s'ils toléraient les us et coutumes de la population. Ce que l'on appelle dans le sud, dans le pays tamoul, le mamoul. Les Indiens, soit chrétiens, soit morts, soit gentils, c'est-à-dire hindous, seront jugés comme par le passé, suivant les lois, us et coutumes de leur caste.
C'est donc une politique de non-ingérence dans les affaires de famille et dans les affaires de culte et dans les affaires de caste des Indiens qui est proclamée alors. À partir de 1871, on va assimiler l'Inde par les institutions. Tous les habitants des établissements français de l'Inde, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de religion, sans distinction de caste, sont appelés à élire au suffrage universel un député. Par la suite, l'Inde sera dotée de toutes les institutions dont jouissent les Français de métropole, un sénateur, un conseil général et des conseils municipaux. On a beau affirmer par ailleurs que les us et coutumes seront respectés, les hautes castes qui dominent la vie sociale, culturelle et politique des établissements comprennent immédiatement les implications de cette véritable révolution. Le suffrage universel, par définition, fait du paria l'égal du brahmane. C'est une remise en cause de l'hégémonie des hautes castes qui se profile à terme. Et cette politique d'assimilation, qui était destinée à rapprocher les Indiens des comptoirs des Français de métropole, va aboutir à un résultat diamétralement opposé à celui qui était espéré. Malgré leur taille lilliputienne, les comptoirs français de l'Inde ont joué leur rôle dans l'histoire coloniale de la métropole, à qui ils ont même servi de champ d'expérimentation politique. Par exemple, Yanaon, pourtant si éloigné de la capitale, va vivre pendant 3 siècles au rythme des guerres et des aléas de la politique française et des élections. Mais en même temps, bien sûr, l'histoire des comptoirs est inséparable de l'histoire politique de l'Inde, ce que va bien montrer la période de l'indépendance. Je suis arrivé aux Indes fin septembre 1953, donc je suis arrivé à Yanaon dans les premiers jours d'octobre 1953. Je venais juste d'avoir 27 ans. Il y avait en fait très peu de métropolitains. Nous étions très exactement 3, si je ne compte pas mes 2 enfants en bas âge. Il y avait moi-même, mon épouse, et le curé Gangloff, responsable de l'église, responsable du jardin botanique qui entourait l'église, qui avait 84 ans, qui était sourd comme un pot. J'avais un secrétariat constitué de 2 personnes, un secrétaire et un dactylographe. Il y avait une municipalité dirigée par Madhim Shetty Satya Murthy, avec des adjoints. C'est une petite municipalité d'un petit village, d'une petite commune française. Il y avait à Yanaon un préposé du Trésor, il y avait un conducteur des travaux publics, il y avait un responsable du service du ravitaillement, il y avait évidemment un docteur, directeur de l'hôpital, 3 écoles primaires. Voilà les services territoriaux de Yanaon. Ça n'allait pas plus loin. Yanaon, 6000 habitants. Yanaon, 10 km². Alors il est évident que les rôles de l'administrateur, dans ce cas-là, sont beaucoup plus minces. Mais Yanaon étant parfaitement calme à cette époque-là, la consigne générale, c'était la consigne habituelle, que tout se passe bien dans le calme et la tranquillité, pas plus. Dès 1947, l'Inde fait clairement savoir, par la voix de Nehru et de Gandhi, qu'elle entend que sa souveraineté succède à celle de la France sur les comptoirs français. Curieusement, c'est à Yanaon que cette revendication trouve le plus d'écho. Le paisible petit territoire, enclos par les fleuves Godavéri et Koringa,
mais traversé par une route qui le relie au reste du pays, devient un pôle de résistance nationaliste et le lieu d'une certaine agitation anti-française. Ce mouvement pour le rattachement à l'Union indienne s'était déjà manifesté, notamment à Pondichéry, mais certains historiens, comme M. Boloujou, tentent aujourd'hui à en limiter la portée. Les peuples de Yanaon, à proprement parler, ne voulaient pas cette intégration, ce mouvement. Il faut leur expliquer et puis les convaincre. Pour cela, pas mal de leaders, pas mal de politiciens se sont venus et ont parlé. À partir de l'indépendance en 1947, les gouvernements français et indiens vont chercher une solution juridiquement et politiquement acceptable à la question des comptoirs. Entre la cession pure et simple exigée par l'Inde et le référendum souhaité par la France, il y a matière à d'interminables négociations qui se durcissent quand, en 1949, l'Inde organise un véritable blocus des comptoirs français. Un double réseau de barbelés vient isoler Pondichéry. En 1952, l'Inde impose passeport et visa aux habitants des comptoirs qui veulent traverser l'Union indienne. Et en avril 1954, les pressions indiennes commencent à se faire sentir à Yanaon. Le collector avait fait savoir qu'il était interdit de fournir du ravitaillement aux commerçants et aux habitants de Yanaon. Alors évidemment, les commerçants se sont sentis un peu gênés parce que à Yanaon, sans pétrole lampant, on ne peut pas s'éclairer, sans essence, on ne peut pas circuler, et sans fuel, on ne peut pas utiliser son matériel de cuisine. Il n'y avait pas d'électricité. Je crois qu'il y avait chez les commerçants 3 ou 4 groupes électrogènes. C'était dans les premiers jours d'avril et nous nous sommes aperçus à ce moment-là que vraiment les Indiens avaient décidé de se montrer un peu sévères à Yanaon, alors qu'à Pondichéry, il l'était déjà depuis pas mal de temps. L'idée du référendum a été dénoncée par le gouvernement indien en octobre 1952. À partir de là, il n'en sera plus question. Et on va vers l'épreuve de force. C'est-à-dire que pour les Indiens, le blocus doit contribuer à obtenir une solution conforme aux intérêts de Delhi. Tout à coup, le 12 avril, la rupture de l'union douanière avec l'Inde a été appliquée à Yanaon. Et il y a un poste de douane qui a été installé au débouché du pont sur la Coringa. Et ces policiers ont commencé à surveiller très étroitement le personnel de Yanaon, les habitants de Yanaon, qui voulaient sortir ou qui voulaient rentrer. Ils fichaient une paix royale aux habitants de l'Inde qui venaient à Yanaon ou qui traversaient Yanaon, puisque nous avons toujours laissé la libre circulation à l'intérieur de Yanaon. You are searching in that bus? Le district collector a coupé l'arrivée d'eau potable dans les étangs de Yanaon, des étangs qui étaient ravitaillés par un canal venant du territoire indien. Et la plainte que j'ai formulée auprès du gouverneur à Pondichéry, lequel a répercuté sur l'ambassade, laquelle quand même a répercuté sur le gouvernement de Delhi, qui a dû répercuter sur le gouvernement de l'État d'Andhra, qui a dû répercuter, au bout de 4 jours, on nous a rendu l'eau potable. Et enfin, dernière, disons, mesquinerie, ennui apporté à la population, le district collector a fermé ce qu'on appelait le bac international. C'était une pirogue qui traversait le Godavéry pour permettre de relier Yanaon à la rive sud du Godavéry. Ce bac existait en fonction de conventions internationales. Bon, le bac a été fermé, c'est-à-dire que la pirogue internationale a été retenue sur la rive sud et n'a plus jamais rejoint la rive française.
À partir du 24 avril, nous avons vu apparaître au débouché du pont de la Coringa un certain nombre de civils indiens, à côté des douaniers et des policiers de l'Inde, qui se sont mis à arrêter les gens de Yanaon, à les fouiller, etc., etc. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que les autorités et la presse indienne appelaient les volontaires. De notre côté du pont de la Coringa, nous pouvions très bien voir que le district collector lui-même ou son adjoint venait régulièrement payer ces volontaires et même, le comble, les ravitailler en arak, alors que l'État d'Andhra est un État prohibitionniste. C'était donc des gens qui étaient payés pour assurer le blocus de Yanaon. Au début de l'année 1954, le gouverneur Ménard, qui fut le dernier gouverneur des établissements français dans l'Inde, a décidé de permettre des poursuites contre Goubert, le leader du Parti socialiste de l'Inde française, le dernier tenant de l'idée française à Pondichéry. Goubert était impliqué dans de nombreuses affaires de corruption, de contrebande, et à partir du moment où il risquait d'être traduit devant les tribunaux, Goubert a fait son choix. Plutôt que les tribunaux français, il a choisi la liberté au sein de l'Union indienne. Il a changé de camp en mars 1954 et à partir de là, les événements se sont précipités. Très vite, Goubert a pris la tête de bandes armées qui ont entrepris de défaire l'habit d'Arlequin qui était le territoire de Pondichéry. Goubert nous dirigeait dans la politique. Mais ça, là, voyant Pondichéry, n'est-ce pas, en trouble, pensait que comme nous sommes, n'est-ce pas, les personnes attachées à M. Goubert, il croyait que nous, ici, nous allons créer également des troubles. Mais en fait, dans la population de Yanaon, il faut tout de même signaler qu'il y a eu ce qu'on appelle des transfuges, et que les Indiens appellent évidemment des patriotes. Dadala, qui était un agitateur depuis 1952 autour de Pondichéry, lorsqu'il a été, disons, supplanté par Goubert dans les aldées extérieures à Pondichéry, a trouvé que Yanaon représentait certainement des points très semblables avec les aldées de Pondichéry, puisque Yanaon est totalement enclavé dans le district de l'Est Godavéry, qu'il n'a aucune possibilité d'évasion ou de contact par la mer. C'était donc véritablement encore une enclave. Il est donc monté le 14 avril sur Yanaon et il a pris contact avec les conseillers territoriaux de Yanaon le 15. C'est le 28 avril, dans la nuit, que M. Madimshetty Satyamurthy, le maire de Yanaon, conseiller territorial, et Kanakala, conseiller territorial aussi, qui ont quitté la Yanaon et ont franchi la frontière. M. Salah nous a dit, à nous quatre, que M. Ménard nous demande et nous a prié de nous rendre à Pondichéry pour discuter sur la question politique de Yanaon. Nous avons accepté l'invitation et nous avons quitté Yanaon. Là, aller là-bas, nos amis de Canada, de Andhra, nous ont dit n'y allez pas. C'est un stratagème, une ruse de la part du gouvernement français. À aller à Pondichéry, on vous arrêtera. J'ai dit, c'est bien, nous rentrons à Yanaon. Non, n'y allez pas non plus. Là également, vous serez arrêtés. Monsieur l'administrateur Salah a reçu le message de Pondichéry d'envoyer M. Kankala à Pondichéry pour discuter avec ce monsieur, parce qu'il est membre de l'Assemblée de Yanaon. Chaque mois, il y a des réunions.
Alors, nous avons reçu des télégrammes, de fixer tel jour. En fait, ces deux personnages-là, jusqu'à leur premier contact du 15 avril avec Dadala, avaient eu au contraire une attitude pro-française à Yanao, puisque le 30 mars, c'est-à-dire 15 jours avant leur premier contact avec Dadala, Madhim Shetty Satyamurthy, maire de Yanao, avait fait voter par le conseil municipal de Yanao une motion pour le maintien dans l'Union française. Nous sommes restés là-bas et nous avons fait la propagande. Moi, je suis allé m'installer à Kanakalpeta, c'est-à-dire à la frontière de Kanakalpeta. Les trois autres sont installés à Jarjpeta, à l'est de Yanao. Moi, à l'ouest de Yanao. Et étant là-bas, nous avons fait la propagande jusqu'au 13 juin. Je pense pour ma part qu'ils ont vu, lors de leur dernière réunion avec Dadala, réunion à laquelle participaient les autorités de l'East Godavari District, que la décision des autorités indiennes était parfaitement prise, parfaitement décidée à faire tomber Yanao. Ils ont sauvé leur propre meuble. Après tout, pourquoi pas? Très exactement le 23 mai, un groupe de volontaires, conduit bêtement, je dois dire, par leur propre chef, est entré dans le territoire français pour attaquer un groupe de paysans de Farampet qui étaient en train de cultiver leurs terres. Nos paysans ont trouvé le moyen de répondre à l'attaque et lorsque les Indiens se sont sauvés, ils en ont capturé un. Et c'était le chef du groupe. À ce moment-là, la police indienne et les volontaires sont venus en territoire français. Les policiers indiens en uniforme et en armes sont entrés à Farampet pour réclamer le prisonnier que les Français ont refusé de rendre. Pendant ce temps-là, évidemment, des gens de Farampet étaient arrivés à Yanao et j'avais envoyé un groupe de policiers pour essayer de mettre de l'ordre. Et les policiers ont ramené le prisonnier à Yanao où nous l'avons incarcéré sur plainte des paysans de Farampet. Mais cette incursion de Madhim Shetty, l'ex-maire, transfuge, dans Farampet, a excité la population, laquelle s'est livrée malheureusement à des actes absolument condamnables. Ils ont attaqué la maison en dur de Madhim Shetty, qu'ils ont vidé de la totalité de ses meubles. Moi, j'ai réuni immédiatement les notables en leur disant, premièrement, il faut que dans les 2 heures qui suivent, tous les biens de Madhim Shetty soient rapportés au commissariat de police. Il n'y aura pas de sanction, mais je veux que tout soit rapporté. Et deuxièmement, je vous signale que la population a fait une bêtise, je vais sauter. Notre prisonnier, ça a eu un avantage de refuser de le rendre. C'est que dans les 2 heures qui ont suivi sa capture par la police française,
les volontaires se sont mis en grève. Et ils sont restés en grève jusqu'à ce que, 4 jours après, à 8h15 du matin, sur ordre écrit de M. Escargueil, secrétaire général du gouverneur de Pondichéry, venu exprès à Yanao régler cette affaire, je rende le prisonnier à l'autorité indienne. Alors le prisonnier est arrivé à la frontière, accompagné par le docteur Amadassin, et sitôt franchi la frontière, il a été installé confortablement sur une civière indienne et transporté par les infirmiers dans une ambulance indienne, ce qui a permis à la presse indienne le lendemain d'annoncer qu'on avait martyrisé ce pauvre homme et qu'on l'avait rendu presque en lambeaux. Malheureusement, ce que j'avais annoncé se précisait. L'administration indienne ne pouvait pas tolérer que je reste à mon poste alors qu'il y avait eu pillage d'une demeure d'un patriote transfuge. J'ai donc reçu l'ordre de rejoindre Pondichéry pour le 2 juin. J'ai obtenu d'ailleurs du commissaire de la République, qui n'y avait apparemment pas pensé, que le commissaire de police soit rapatrié en même temps que moi. Parce qu'après tout, on pouvait aussi lui en vouloir. Et nous avons pris les dispositions nécessaires pour assurer la passation de pouvoir. Le juge Siva, qui était un Pondichérien, a été nommé chef de district à ma place. J'ai demandé au sergent-chef de l'armée française retraité, Guiry, de bien vouloir prendre la responsabilité morale des policiers qui restaient, puisqu'il n'y avait plus de commissaire de police et qu'il n'en viendrait aucun, pour accompagner le plus gradé des policiers qui restaient. Je les ai désarmés, c'est-à-dire qu'on a enlevé les culasses des fusils, pour pas qu'il y ait de sang quand même. Et j'ai confié à cette équipe de policiers 10 grenades lacrymogènes, avec consigne de les utiliser une par une en cas d'avance des volontaires. On m'a dit de venir à Canada pour discuter sur certains problèmes. J'ai dit, on va prendre possession de tout Ariou-Ballon. Ainsi, nous pouvons activer les pourparlers entre les deux gouvernements. Le gouvernement français pensera, on m'a dit là-bas, qu'on ne peut pas résister pour longtemps et qu'il vaut mieux céder. Ainsi, ils ont proposé. Mais il vaut mieux aller directement à Yanao, prendre possession de Yanao. Ça, je propose. Si vous avez le courage, faites ça maintenant. Autrement, renvoyez ça, étudiez la question, nous verrons ça plus tard. Ils sont tombés d'accord avec moi. À ce jour-là, ils n'ont pas voulu marcher. Et après, le 13 juin, le 16 juin, le 12 juin, on me fait dire qu'on va à Yanao. D'accord, il faut faire disparaître la domination française. C'était tout. Alors pour ça, il faut venir attaquer directement soit le chef-lieu, pas les alentours. C'était mon idée et ils ont accepté cela. Et finalement, c'est mon idée qui s'est réalisée. Le 13 juin, nous sommes arrivés au lever du soleil. Nous avons mis pied à Yanao. Nous sommes 20 gendarmes de poste de police
en avant. Le beau matin, à 6 heures par là, à peu près 500 polices indiens en tenue civile. Ils sont arrivés à côté du pont de Yanavon. Ils sont venus 200 mètres de poste à police. Nous n'avons pas de militaires. Nous étions accompagnés par des volontaires. Une cinquantaine de camions, les volontaires, une vingtaine de camions de militaires. Les polices françaises ont des armes, quelques armes, une douzaine des armes de fusils seulement, avec quelques grenades. Mais ces fusils sont très anciens. Les cartouches sont expirées. M. Dadala, il commande les militaires indiens, derrière les volontaires. Lui, il parle avec haut-parleur. Il dit de baisser les armes. Salah étant parti, il a confié ce poste à M. Seva. Il était juge. Et Seva, il était avec nous. C'était un Indien, comme tout. Alors, il a dit, il n'a pas autorisé, n'est-ce pas, les gardes de police ou autres à attaquer. Mais ce sont ceux-là qui ont pris l'initiative, ils ont voulu faire le coup. Premier rang, les chasseurs. Les militaires français retraités, ils ont lancé les grenades. Les chasseurs, ils ont pris la fuite. Après, les fusils mitraillettes, les militaires indiens en tenue civile, ils ont commencé le feu. Après, j'ai entendu le bruit les fusils mitraillettes. Après, j'ai pris la fuite. Ils ont commencé à lancer des bombes contre nous. Nous avons évité. Nous n'avons même pas des armes. Parce que vous voulez que nous ayons des armes. Mais quand ils ont vu que nous sommes très nombreux et qu'ils ne pouvaient pas tenir le coup, ils ont lancé leurs armes et ils ont pris fuite. Moi, j'allais directement au bord de la fleuve de Godavari. Après, j'ai nagé du fleuve. J'attends pour partir à Parampet. À Parampet, à Yanavon, au milieu, il y a des militaires avec armée, position couchée. Ils sont entrés à Yanao, dans les rues de Yanao, ils sont allés directement chez l'administrateur et puis ils ont demandé le pouvoir, le transfert du pouvoir. C'est à ce moment-là, monsieur Seva, un juge, a été chargé de l'administration. Lui, il a remis la charge et puis tout le pouvoir d'une façon gentille, sans violence, sans protestation, sans opposition, tout. J'ai demandé à un mendiant, il a donné le tennis et puis j'ai habillé et puis j'ai pris les parasols. Moi, je partais comme un mendiant. Les gens, les volontaires pour cette intégration ont commencé à chercher pour les pro-français. Ils l'ont mis dans la prison, session très dévouée pour le gouvernement français. Bon, ex-employé, ex-militaire français, c'est mon oncle propre. Oui, nous avons mis en prison les gardes de police. C'est alors l'autre a dit de les envoyer à Pondichéry. Nous les avons envoyés à Pondichéry. Les policiers, aiguerris, se sont retrouvés en prison
pour avoir résisté à la police indienne. Ils ont fait entre 10 et 40 jours. Je crois que c'est Guiri qui en a fait le plus, puisque c'était lui le chef. Et ils avaient droit à une série de coups de bâton chaque jour. En ce moment, je suis à la maison. Monsieur le maire, il est arrivé avec 2 revolvers. Il m'a mis sur ma poitrine. Comme ça, j'ai levé mes bras ouverts. Il m'a dit, montrez. Il m'a demandé où se trouve l'argent, c'est cela. Il y a eu une victime un peu plus grave, c'est Samatam Krishnaya, un poète telougou, qui avait été maire de Yanaon avant Madim Shetty, le transfuge, et qui, lorsque Madim Shetty avait été déchu de son mandat parce que transfuge, avait été nommé maire par intérim. Samatam et Madim Shetty sont parents. Alors, ils ont pensé qu'entre parents, il peut y avoir amitié et inimitié également. Alors, cela pensait, les Madim Shetty pensaient que c'est Samatam qui avait organisé le pillage. Tout ça, j'ai appris, mais je n'ai rien vu. Et le jour de notre entrée, n'est-ce pas, on avait dit que le frère aîné de Madim Shetty, il était un instituteur. Il est mort également. Cet homme-là, il a amené, n'est-ce pas, 2 ou 3 gardes de police. Ces volontaires ont eu peur. Et puis, en voyant un homme avec un fusil dans ces bâtiments-là, ils ont tiré un coup. Une balle, il s'est effondré. C'est ça. Proprement parlant, c'était rancune entre 2 familles. Ce n'est pas pour la France ni pour l'Inde. Mais le gouvernement français n'a rien fait pour sa famille. On a laissé. On a fait 2 minutes de silence au Parlement à Paris, mais le gouvernement français n'a rien donné pour sa femme, pour sa mère âgée. Ainsi, il s'est devenu martyr de ce mouvement. Dadala a hissé le drapeau indien. Mais j'ai fait descendre le drapeau. Vous savez cela? Cours là-bas, j'ai fait descendre de nouveau. Le père Kamishetty va hisser le drapeau indien. On devait le laisser faire. C'était le vœu de nos amis. C'était fait, ça a été accompli. Après, j'ai circulé dans toute la vie où j'ai déclaré nous avons mis fin au régime français. Moi, j'allais directement au poste central de Pondichéry. En même temps, à 10 heures, les polices français, ils ont protégé à moi. Elle m'a demandé déclaration. J'ai dit la déclaration de l'événement de Yanamo. Les violences de Yanaon s'inscrivent dans un contexte général de détérioration de la situation ou des relations franco-indiennes autour de la question des comptoirs. Ce sont les circonstances qui nous ont forcés à libérer l'Inde française. Ce sont les circonstances. Les événements les plus graves ont sans doute eu lieu dès avril et mai 1954 à Mahé. L'aldé de Chalakara, qui est distante de quelques kilomètres de la ville de Mahé, a été en avril 1954 prise d'assaut par des communistes. Les Français sont confinés dans la ville de Mahé, dont on attend l'assaut d'un moment à l'autre. Il fut, paraît-il, programmé pour le 14 juillet 1954, mais finalement n'eut jamais lieu, car le 6 juillet, le Conseil des ministres à Paris, plutôt que de faire courir des risques à l'administrateur des champs et aux 2 ou 3 gendarmes qui l'entouraient, décida l'évacuation de Mahé. C'était un homme qui a été intégré les premiers. Avant, Pondichéry n'a pas fait, Pondichéry n'a rien fait. Les leaders de Pondichéry n'ont rien fait. Parce que nous avons donné
cette pression à Yanaon et plus tard à Mahé, qu'il y a eu un arrangement entre les deux gouvernements pour voter, n'est-ce pas, le 18 octobre à Kéjour. Un accord franco-indien est signé le 11 octobre. Il est convenu dans cet accord qu'à défaut de consultation des populations, on va demander aux élus de ce qui fut une colonie de se prononcer. On va donc réunir à Kidjehour, le 18 octobre 1954, un congrès des élus des 4 établissements du Sud. On a construit un pandal, une espèce de hangar, et le pandal était à cheval sur la frontière franco-indienne. À l'époque, c'était toujours la frontière franco-indienne. Ce qui permettait à des gens comme Goubert, qui étaient passés du côté de l'Inde et qui étaient poursuivis par la justice française, de siéger sans entrer en territoire français. Alors ce congrès de Kidjehour a été d'ailleurs très attaqué par la droite et par les gaullistes. Car pour la droite et les gaullistes, la constitution de la 4e République était formelle. C'est un référendum, c'est-à-dire une consultation de toute la population qu'il fallait organiser. Néanmoins, ce congrès de Kidjehour s'est tenu et il a pris la décision à une très large majorité, je crois par 170 voix contre 8, d'accepter le transfert de souveraineté, le passage donc des anciens établissements de la souveraineté française à la souveraineté indienne. Mais moi, ce qui m'a frappé à Kidjehour, c'est que le vote était théoriquement secret. Ils avaient 2 bulletins, un bulletin avec un oui et un non. Le oui avait les couleurs indiennes sur le côté et le non avait les couleurs françaises sur le côté. Eh bien, il y a 3 électeurs qui se sont levés, qui ont brandi le bulletin tricolore à bout de bras, au vu et au su de tout le monde, et sont allés le mettre dans l'urne. 3 sur 8. Ils savaient que c'était paumé. Hein. Et moi, j'avais passé mon temps à m'entretenir avec Kewal Singh pour qu'il me jure qu'il n'y ait pas de représailles pour les votants pro-français, etc. Puis, il se livrait une provocation. Il savait que c'était paumé, enfin, quoi. Ça a été la partie la plus désagréable de mon métier aux Indes, c'est d'aller essayer de convaincre les pro-français qu'il fallait qu'ils se taisent et qu'ils votent indien. J'ai plus voulu que des gens se fassent tuer pour la France. Hein. Oh, oh, là là. Et oh, pour qu'on les laisse tomber comme ça, merde. La dernière journée à Pondichéry, oui, eh ben c'est moi, on peut dire, qui ai fermé les portes, oui. Nous n'étions plus que 2. Escargueil, qui faisait le commissaire de la République par intérim, et moi, qui faisais son directeur de cabinet. Tous les autres administrateurs et fonctionnaires avaient été déjà rapatriés. Monsieur Escargueil, lui, est parti à 9h du matin à destination de Madras pour prendre l'avion pour la France. Et moi, je devais partir à midi, parce que les accords avec l'Inde prévoyaient que l'armée indienne était autorisée à entrer dans la ville le 31 octobre à midi pour assurer l'ordre et la tranquillité, l'ordre public, avant le transfert de facto qui, lui, ne devait se faire que le 1er novembre, le lendemain. Lorsque j'ai fait le tour du palais, ben oui, j'ai en quelque sorte fermé les portes des appartements. De fait, ce sont les Indiens qui administrent Pondichéry et les autres établissements à partir du 1er novembre 1954. Reste à négocier un traité de cession. Ce traité de cession va être négocié entre 1954 et 1956 et il est finalement signé le 26 mai 1956. Le Parlement français a pris du temps pour ratifier ces traités.
Et une fois ratifié, c'est-à-dire en 1962, ils ont donné 6 mois pour l'option. Ils ont dit, si vous voulez rester français, vous devez opter. Si vous voulez devenir indien, vous n'avez pas besoin d'opter automatiquement, vous deviendrez indien. Alors, c'est là, n'est-ce pas, qu'à cette époque, on ne comprenait pas, n'est-ce pas. Le traité de cession de 1956 s'est heurté en France à une vive opposition, de la part de la droite, de la part des gaullistes. Il y avait d'ailleurs au Palais Bourbon un lobby pondichérien qui agissait avec efficacité pour retarder l'inéluctable, pour retarder la ratification. Vous voyez, de même que le transfert de facto a eu lieu dans la foulée des accords de Genève, par lesquels la France renonçait à sa présence en Indochine, eh bien, la ratification du traité de cession a eu lieu à la suite des accords d'Évian qui marquaient la fin de l'Algérie française. Après le retrait de la France d'Algérie, l'opposition à la ratification du traité de cession de 1956 s'est progressivement liquéfiée. Et cette ratification a été obtenue en juillet 1962, quelques mois donc après les accords d'Évian. Les instruments de ratification ont été échangés le 16 août, et c'est à partir de là qu'ont commencé à courir les 6 mois durant lesquels les pondichériens, les Yanaonais, les Karikалais, les Mahésiens avaient la possibilité d'opter pour la nationalité française s'ils le souhaitaient. Alors ce fut un choix cornélien. Comment choisir entre la France et l'Inde? Demander à un pondichérien s'il veut être français ou indien n'a pas de sens, disait l'un des acteurs de cette tragédie. Les habitants des comptoirs n'étaient ni indiens ni français, mais les deux à la fois. Certains ne se sont décidés que le dernier jour, même la dernière heure. C'est le dernier jour qu'il y a eu le plus d'options. En gros, 5000 familles ont opté pour la nationalité française. C'était un acte courageux à l'époque, puisqu'au même moment, les pieds noirs refluaient d'Algérie vers la France par centaines de milliers. On pouvait évidemment craindre que les optants ne soient à leur tour priés de regagner la patrie qu'ils avaient finalement choisie. Voilà donc cette situation particulière. Je crois que c'est un cas rare dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de la décolonisation, où des populations ont eu la possibilité finalement de choisir entre l'ancienne métropole et finalement ceux qui auraient pu, ou ceux qui est devenu la nouvelle nation d'une partie d'entre eux. Moi, j'avoue que j'ai une adoration pour les gens de l'Inde, qui ont été des gens de l'Inde française, qui ont été absolument remarquables malgré tout ce qu'on a pu leur faire. Et par contre, je n'ai pas d'admiration du tout pour le gouvernement français. Parce que le gouvernement français devait bien se douter, depuis 1947, qu'on finirait par les lâcher, ces territoires-là. Et que les discussions ininterrompues, qui n'ont fait qu'envenimer les situations, aboutiraient de toute façon à notre départ. Et qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas la peine de faire souffrir les gens inutilement. Voilà mon sentiment. Ça ne pouvait pas rester. D'autre part, sentiment très, très, très mitigé à l'égard de la France. Parce que les Français de l'Inde, n'ont véritablement pas, d'après ce que j'ai appris, puisque j'y étais plus, n'ont véritablement pas été informés de ce qu'il fallait faire pour rester français quand ils voulaient rester français. Et alors surtout pas, il y en a un, on se trouve perdu, où personne ne met les pieds, bien sûr. Ils n'avaient pas été informés de ce qu'il fallait faire. Donc des pro-français qui avaient souffert, qui avaient été bâtonnés dans les prisons indiennes de Yana'an, se sont retrouvés indiens malgré eux, alors qu'ils avaient servi toute leur vie dans la gendarmerie française,
indienne, française. C'est un scandale. Voilà mon sentiment.